Donc aujourd'hui, donc, on s'intéresse beaucoup aux personnes âgées, tout simplement parce qu'on a des populations donc, vieillissantes. Donc on s'aperçoit que les perspectives, donc à 2060, on va avoir une forte augmentation donc, des personnes de plus de 65 ans, et avec une augmentation encore plus importante en fait, des personnes de plus de 80 ans. Et on sait aujourd'hui que on a à peu près 1,3 million donc, de personnes qui sont en situation donc, de dépendance. Et ce chiffre, bien sûr, vu les projections démographiques qu'on va avoir, risque de fortement augmenter. Et en fait, cette dépendance a un certain coût pour la société. Voilà, on l'estime à 24 milliards d'euros, donc qui est la somme consacrée donc, par la France au financement public de la dépendance, notamment avec la création d'EHPAD. Mais également, donc, on a un coût qui est aussi réservé, malheureusement, donc, pour les proches, et notamment la famille, et on l'estime à 7,2 milliards, et qui est une somme donc, qui est directement répercutée donc, sur les proches. Et si on fait la projection donc, démographique à 2060, on peut estimer que ces coûts pourraient être multipliés par 2. Donc aujourd'hui, donc, la dépendance est fortement donc, associée donc, à la sarcopénie. Donc, petite définition pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Donc la sarcopénie et la perte progressive et involontaire de masse et de fonction musculaire au cours du vieillissement. Donc c'est un phénomène qui touche toutes les personnes âgées, même si elles sont considérées sur un plan médical comme étant en bonne santé. Donc aujourd'hui, on estime que la sarcopénie donc, touche à peu près un quart des personnes donc, âgées de 60 ans. Et par contre, plus le vieillissement donc, va progresser, plus la proportion donc, va être importante. Et on peut aller jusqu'à 60% donc, des personnes de plus de 80 ans. Et on va aller jusqu'à 90% par exemple des populations qui vont être en EHPAD. Donc en fait, en fonction de l'état de santé des populations à un même âge. Donc aujourd'hui, donc effectivement, donc l'INRA et l'unité de nutrition humaine auquel j'appartiens a depuis plus de 20 ans donc a essayé de mettre en évidence quelles étaient les causes donc de cette diminution de masse et de fonction musculaire avec l'âge. Et en fait, on s'est rapidement aperçu qu'il y avait un défaut donc de réponse du muscle à l'effet anabolique des protéines alimentaires, même si l'apport protéique était considéré comme étant normal et aux recommandations, les recommandations étant de 0,8 g par kilo et par jour. Et aujourd'hui, donc, on a pu mettre en évidence quel était le mécanisme. Effectivement, donc, après chaque repas, même si la consommation de protéines est considérée comme étant normale, on a effectivement donc, un anabolisme positif chez la personne adulte. Et à même quantité de protéines ingérées, on a un anabolisme qui ne se produit pas chez la personne âgée. Et ceci donc, pourrait être à l'origine effectivement, de la perte et de la fonction musculaire avec l'âge. Et les causes qui ont été mises en avant sont principalement donc, le développement donc, d'une inflammation de type bas bruit, qu'on appelle aussi inflammaging. Je vous rappelle que l'inflammation à bas bruit n'est pas une pathologie, elle est souvent même pas décelée sur un plan clinique chez la personne, sauf si pour une raison ou pour une autre, on fait le test, par exemple, notamment d'une mesure de protéine C réactive dans le plasma. Donc, elle est souvent silencieuse, mais elle est bien présente et elle pourrait être à l'origine donc, de la diminution de masse musculaire et aussi à l'origine du défaut anabolique donc, des protéines alimentaires au niveau musculaire. Et également donc, avec le développement du stress oxydant. Qui s'intensifie donc également au niveau musculaire avec l'âge. Donc ceci donc, a amené, puisqu'on a une résistance aux protéines alimentaires, ceci a amené effectivement l'ANSES, à l'époque l'AFSA, d'augmenter les recommandations de 0,8 à 1,2 g par kilo et par jour chez la personne âgée, même si elle est en bonne santé. Alors, d'augmenter les apports protéiques, ça pose un certain nombre de problèmes. Et on sait aujourd'hui que de manger trop de protéines peut avoir aussi donc, des effets néfastes, notamment donc, avec une hyperproduction d'urée. Et si on a par exemple une fonction rénale qui est un petit peu délicate ou un petit peu faible, notamment chez la personne âgée, ceci pourrait entraîner des effets secondaires qui vont être incompatibles avec une trop forte augmentation de protéines alimentaires. C'est pour ça que donc, la première étude qui a été faite, donc, notamment à Clermont, ça a été de donner la même quantité de protéines alimentaires sur la journée, mais de la répartir de façon différente sur la journée. C'est-à-dire ce qu'on a appelé donc, soit l'étude du régime étalé, ça veut dire qu'on répartit les protéines alimentaires de la journée sur le petit déjeuner, le déjeuner, la collation et le dîner, où on met la même quantité de protéines sur la journée, mais en la maintenant 80% sur le repas de midi. C'est ce qu'on a appelé donc le régime de charge, ou qui est appelé donc le pulse feeding, le protein feeding. Et on s'aperçoit que les résultats ont été relativement encourageants, puisque si on regarde effectivement l'anabolisme musculaire avec le régime étalé, il est beaucoup plus faible chez la personne âgée que chez la personne adulte à même quantité de protéines ingérées. Par contre, dès qu'on passe au régime de charge,
on s'aperçoit que avec la même quantité de protéines, mais consommée de façon différente, on peut récupérer un anabolisme musculaire, notamment sur le repas de midi. Donc ça a été extrêmement encourageant. Le seul petit ennui, c'est que c'est un petit peu compliqué à mettre en œuvre. Et c'est vrai que ça peut aussi avoir un coût relativement important, puisqu'il faut élaborer des recettes, il faut faire beaucoup de cuisine, beaucoup de courses, etc. Parce que je ne vous donne pas l'exemple, mais ça représente des repas qui sont très, très, très importants en termes de protéines ingérées. Donc l'autre solution qu'on a testée, c'était non pas d'augmenter l'apport de protéines ou de le concentrer sur un repas, mais de modifier la qualité des protéines alimentaires que l'on mangeait, notamment avec l'âge. Et on s'est intéressé donc à des protéines qui avaient donc qui étaient relativement bien équilibrées en acides aminés. Ça, c'est la base de la nutrition protéique. On n'a pas besoin de faire d'expérience pour ça. Mais notamment qui étaient donc équilibrés en acides aminés, riches en leucine, qui est un acide aminé particulier, et également donc à digestion rapide. Et donc, c'est notamment donc, le cas d'une protéine animale qu'on appelle le lactosérum, donc qui est une protéine de lait, qui remplit donc toutes ces conditions. Et on s'aperçoit qu'effectivement, quand on regarde l'anabolisme protéique musculaire à même quantité de protéines ingérées, que ce soit une autre protéine laitière, donc qui est la caséine, ou la même quantité sous forme de lactosérum, on s'aperçoit que l'anabolisme protéique musculaire est largement supérieur avec des protéines de lactosérum, c'est-à-dire des protéines riches en leucine et à digestion rapide. On s'est également donc intéressé à des facteurs un peu confondants, et notamment donc sur l'impact des matrices alimentaires, sur l'effet optimal donc anabolique des protéines alimentaires ingérées avec l'âge. Et donc on a comparé notamment des personnes donc, qui consommaient, ici c'est une matrice de viande en fait, qui avait été testée, chez des personnes donc, qui étaient normodentées ou des personnes donc, âgées, en bonne santé, mais qui avaient une double prothèse dentaire. On sait aujourd'hui que avec une prothèse dentaire, la mastication est beaucoup moins efficace et on génère des bols alimentaires qui sont beaucoup moins bien déstructurés. La conséquence qu'il va y avoir, c'est qu'on va avoir une très forte diminution de la vitesse de digestion avec les personnes qui ont une double prothèse dentaire alors qu'elles ne sont pas malades. Et en fait, la répercussion est relativement importante puisqu'on va perdre, à cause donc de ce problème de mastication et de génération de bols alimentaires, quasiment, on va perdre la moitié de l'effet anabolique de la quantité donc, des protéines alimentaires qui ont été consommées par ces deux types de populations. Donc on s'aperçoit également que sans pathologie, une source de protéines rapide comme la viande peut être transformée en source de protéines de type lente et donc perdre ses effets bénéfiques chez la personne âgée. Donc ce qui met en avant effectivement que la matrice alimentaire et l'interaction qu'elle va avoir, que le consommateur va avoir avec cette matrice alimentaire peut avoir aussi des répercussions entre guillemets négatives. Mais on pourrait aussi penser que ça pourrait avoir des répercussions positives, c'est ce que je parlerai donc en perspective, sur l'effet anabolique des protéines alimentaires. Alors, vous allez me dire, mais c'était des matrices donc solides, donc c'est un petit peu normal, mais on s'aperçoit que ce phénomène de matrice peut aussi avoir son importance avec des matrices liquides. Et notamment ici, vous avez donc la vitesse de digestion qui a été donc réalisée donc chez des mini-porcs. Et là, donc, vous avez notamment, c'est du lait qui a été consommé. Donc, vous apercevez que les acides aminés montent très, très, très rapidement, donc avec une vitesse de digestion extrêmement rapide, et vont rediminuer. Par contre, si vous prenez la même quantité de lait, mais que vous commencez en fait à induire un process, ici, vous avez de la gélification du lait. Donc, je ne suis pas spécialiste de la technologie laitière, mais bon, il y a deux processus de gélification ou de gélation du lait qui sont l'acidification ou carrément la fermentation par l'intermédiaire de présure. Donc, les deux systèmes ont été testés et on s'aperçoit que rien que de gélifier le lait par acidité, par augmentation de l'acidité, on commence à déjà perdre de la vitesse de digestion. Donc, ça va plutôt avoir un incident où une incidence peut avoir une incidence négative chez la personne âgée en termes d'anabolisme protéique. Et c'est encore pire, entre guillemets, avec des gels présure, où là, on a à la fois une perte de la vitesse de digestion et une perte de la biodisponibilité en acides aminés avec ce type de procédé. Donc, du coup, cette gélification diminue la vitesse de digestion et diminue la biodisponibilité en acides aminés. Donc, autre cause de la sarcopénie sur laquelle on s'est intéressé, donc on pourrait imaginer qu'au cours du temps, cette perte d'effet anabolique des protéines va entraîner une perte lente et progressive donc, de cette masse musculaire au cours du temps, donc ça peut prendre plusieurs années. Mais on s'est aperçu également qu'avec l'âge, on avait un défaut de récupération de la masse et de la fonction musculaire après un incident de santé. Donc ici, vous avez représenté notamment donc une perte de masse musculaire associée à une immobilisation par plâtrage. Donc chez un individu adulte, on va perdre beaucoup de muscles, mais bon, entre guillemets, si l'individu adulte va être capable de récupérer la masse musculaire qu'il a perdue pendant cet incident. Quand vous intéressez à un individu âgé,
Cet individu âgé va perdre à peu près la même quantité de muscle par l'immobilisation, sauf qu'il va être complètement incapable de récupérer la masse musculaire qu'il a perdue. Et ceci, on peut imaginer qu'au cours du temps et au cours du vieillissement, après plusieurs incidents de santé, avec fonte musculaire non récupérée, on va effectivement accentuer et aggraver donc la sarcopénie avec l'âge. Donc là aussi, donc, la nutrition pourrait avoir donc, son intérêt. Et donc nous avons testé, pareil, la qualité des protéines alimentaires. Et là, on s'aperçoit que avec la caséine, comme chez un individu entre guillemets normal, la caséine ne permet pas de récupérer la masse musculaire parce que c'est une protéine à digestion lente et pauvre en leucine. Et quand on prend des protéines de lactosérum, on s'aperçoit qu'on peut avoir... Alors, on ne récupère pas à 100% la masse musculaire qui a été perdue, mais on en récupère la moitié, ce qui est déjà pas mal par rapport à rien du tout. Le gros problème qu'on a, c'est qu'on a été capable donc, de récupérer de la masse musculaire, mais on n'a pas été capable de récupérer de la fonctionnalité musculaire. Donc en fait, on récupère de la masse musculaire non performante. Et malgré tout, ce qui permet le déplacement des individus dans l'espace, c'est effectivement la masse musculaire qu'ils ont, mais c'est aussi l'efficacité de cette masse musculaire. Et au jour d'aujourd'hui, nos études montrent qu'on peut potentiellement récupérer de la masse, mais pas de la fonction, donc ce qui laisserait supposer que la stratégie n'est pas optimale. Donc, quelles sont les perspectives de valorisation donc, de ces différents travaux qui ont été réalisés donc, au sein de notre équipe et au sein de l'INRA en général? Donc, ça serait de développer donc, des produits alimentaires avec des protéines à digestion rapide et riches en leucine. On sait aujourd'hui qu'il faut donner à peu près 30 grammes de protéines en bolus sur un seul repas. Il ne faut surtout pas étaler, d'après ce que je vous ai déjà dit. Donc incorporer 30 grammes de protéines dans un aliment, ce n'est pas forcément extrêmement facile, mais bon, il y a un challenge effectivement industriel à faire, et qui soit au final acceptable par le consommateur. C'est-à-dire que si les consommateurs à la fin ne le consomment pas, de toute façon la stratégie, elle ne marchera pas. En bolus, ça veut dire quoi, excusez-moi, Dominique? Bolus, ça veut dire qu'il faut consommer les 30 grammes en une seule fois. Voilà. Donc il ne faut pas donner 30 grammes sur la journée, il faut donner 30 grammes sur un repas. Voilà, voilà. Donc, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir prendre en compte effectivement l'effet matrice et process de manière à maintenir de façon optimale la digestibilité, la vitesse de digestion et la bioaccessibilité des nutriments et notamment des acides aminés associés à ces protéines alimentaires. Et notamment donc non seulement donc qui va être dépendante donc de la santé de la cavité buccale, que ce soit en termes de mastication ou de déglutition, mais également de toutes les interactions qui peuvent exister au niveau physique ou physico-chimique entre les protéines alimentaires qu'on donne et aussi les différents composites qui vont rentrer soit dans le repas ou soit dans l'aliment en tant que tel. Alors on peut imaginer toutes les combinaisons entre sucre, protéines, lipides, protéines, etc. Et en fonction du chauffage, de l'acidité, enfin, des différents process mis en jeu, on pourra perdre globalement, je dirais, des capacités ou on pourra perdre de façon irréversible les propriétés des protéines alimentaires, même si elles sont bonnes et elles sont optimales au départ. Alors on s'aperçoit que aussi, globalement, l'efficacité donc, des protéines alimentaires, même si on fonctionne avec du lactosérum, et malgré tout, plus on va vieillir et plus la condition physiopathologique de la personne va décliner, plus la protéine va être inefficace, même le lactosérum. Donc ici, vous avez donc différents types de personnes âgées. Donc ici, vous avez la personne adulte, ici, vous avez la personne âgée saine à domicile, la personne âgée qui a un incident de santé, la personne âgée à domicile mais qui commence à être fragilisée, la personne âgée en EHPAD et la personne âgée hospitalisée. Donc on s'aperçoit qu'on a effectivement un panel effectivement, de situations physiopathologiques de la personne âgée. Donc on n'a pas une personne âgée, mais des personnes âgées. Et on va s'apercevoir que globalement, en fonction du type de personne âgée, une stratégie va être plus ou moins efficace. On s'aperçoit que globalement, l'efficacité donc, diminue avec l'âge et en fonction de l'état physiopathologique, donc avec une augmentation effectivement de l'insensibilité anabolique donc aux protéines alimentaires, et ceci est corrélé par une augmentation de la prévalence des maladies chroniques, de l'inflammation, du stress oxydant, donc on a une corrélation donc avec ce type de pathologie. On a également donc associé à ça une diminution de l'appétit, ce qui ne va pas aider non plus à consommer des protéines alimentaires, avec donc une augmentation de la malnutrition et de la dénutrition, et aussi inexorablement donc une perte de l'activité physique, parce que plus ça va aller, plus la personne va être, ne va pas pouvoir faire cette activité physique, et aussi donc avec une augmentation donc de la médication. Alors,
On s'aperçoit donc qu'il va falloir à un moment donné donc essayer de personnaliser au maximum en fait les stratégies que l'on peut mettre en place, donc notamment sur la qualité des protéines, où il va falloir de plus en plus faire attention à la qualité des protéines alimentaires qui sont données à ce type de population. Et là, peut se poser effectivement entre guillemets, la question des protéines non animales, et notamment des nouvelles sources de protéines avec les individus âgés. Donc je vous encourage à lire la petite carte postale qu'on a faite justement avec est-ce qu'on peut potentiellement utiliser des protéines végétales chez des personnes âgées et maintenir un effet anabolique qui pourrait être comparable à celui du lactosérum. Donc je vous encourage à lire le résultat, mais il va falloir faire attention à ça. D'autre part, il va falloir maintenir une activité physique qui va être une stratégie supplémentaire. On sait qu'aujourd'hui, l'activité physique va permettre de resensibiliser le muscle à l'effet anabolique, donc des protéines. Mais malheureusement, la capacité d'introduire ce levier va diminuer avec l'âge et avec la condition et la fragilité donc, de la personne. Il va falloir prendre en charge donc, les maladies chroniques, l'inflammation et les différentes pathologies qui vont se développer avec l'âge. Donc, je vais vous donner 2 exemples. La première donc, est essayer de museler au maximum l'inflammation à bas bruit. Donc déjà, il faudrait la détecter. Bon, ça, c'est aussi les médecins qui devraient essayer quand même de faire un dépistage de l'inflammation chez la personne âgée. Et si celle-ci est présente, on peut potentiellement, mis à part donc, la prise en charge médicamenteuse, on sait qu'il existe un certain nombre de nutriments, et notamment les oméga-3, qui sont potentiellement anti-inflammatoires. Mais également, on pense aujourd'hui qu'une majeure partie de cette inflammation bas bruit provient d'une inflammation intestinale qui serait associée donc, à des dysbioses au niveau du microbiote. Et donc, une prise en charge, effectivement, de cette dysbiose du microbiote avec l'âge pourrait potentiellement aider à maintenir une inflammation plus faible et donc de permettre de maintenir un effet anabolique des protéines alimentaires le plus longtemps possible. On a commencé à faire des études sur lesquelles on pense que cette stratégie pourrait marcher. Et là, je me retourne vers Stéphanie, sur lequel, effectivement, on pourrait, si ça intéresse des personnes, voir dans quelle mesure ça pourrait vous servir donc, de développement, puisqu'on a déposé un brevet là-dessus avec une autre équipe INRA. On a effectivement donc, les effets matrices qui vont avoir une répercussion donc, de plus en plus importante au cours du temps, donc faire de plus en plus attention à la matrice sur laquelle on donne les protéines alimentaires de manière à ce qu'on garde d'être optimal donc, sur l'effet de ces protéines. Prendre aussi en charge le jeûne nocturne. Alors ça, je ne vous en ai pas parlé jusqu'à présent, mais aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que pendant le jeûne nocturne, c'est-à-dire qu'on ne consomme pas d'aliments, hein, c'est le principe de jeûner pendant la nuit, et on s'aperçoit que l'organisme adulte est complètement capable de gérer, de s'adapter à cette non-prise alimentaire pendant à peu près une douzaine d'heures. Plus on va vieillir, plus la capacité de prendre en charge le jeûne nocturne va être difficile. Et on s'aperçoit que ce qu'on va gagner en effet anabolique sur le repas de midi, par exemple, avec une protéine efficace, on va perdre cet effet pendant le jeûne nocturne qui va en fait tout détruire ce qu'on a pu gagner pendant la journée. Et on a aujourd'hui effectivement un certain nombre d'études qui permettent de penser qu'une prise en charge énergétique du jeûne nocturne pourrait maintenir l'effet anabolique des protéines du repas de midi et donc aider à optimiser donc les stratégies nutritionnelles donc associées à la prise notamment de lactosérum. Et le dernier cas, c'est la prise en charge de la médication. Alors la médication, notamment la polymédication de la personne âgée est un problème. Alors non seulement parce que les médicaments peuvent modifier le comportement alimentaire, peuvent entraîner des modifications de la salivation et donc de la déglutition, mais on sait aujourd'hui, nous, qu'un certain nombre de médicaments vont utiliser un certain nombre de molécules au niveau de l'organisme pour être détoxifiées, qui sont directement associées au métabolisme des acides aminés et de ce fait entraîner des besoins d'acides aminés particuliers si le médicament est donné en grande quantité, et c'est notamment le cas du paracétamol, qui est le premier médicament prescrit chez la personne âgée pour les douleurs chroniques. Voilà, donc du coup, on s'aperçoit qu'en fonction de l'état physiopathologique donc des personnes âgées, que vous avez ici, que je vous dis tout à l'heure, on peut jouer sur la qualité des protéines, l'activité physique, la prise en charge donc, des pathologies, l'effet matrice, le jeûne nocturne et la médication. Et en fonction de la population, on peut plus ou moins utiliser ces différents types de leviers sur un plan qualitatif ou sur un plan quantitatif qui va être différent en fonction de la population, et on pourrait avoir donc en fonction de la personne âgée effectivement des profils de prise en charge personnalisés dont fait partie la nutrition. Et je vous remercie de votre attention.